Imaginez une nuit étouffante sous les tropiques, l'air saturé d'humidité et d'angoisse. Les plantations de canne à sucre de Saint-Domingue, la colonie la plus riche du monde, résonnent du bruit des chaînes, des coups de fouet et des cris de douleur étouffés. Mais ce soir-là, quelque chose d'invisible circule dans l'air, un souffle de rébellion. Ce que les colons français ne savent pas encore, c'est qu'un feu est sur le point de s'allumer, un feu qu'aucune armée, pas même celle de Napoléon, ne pourra éteindre. Et ce feu, c'est la révolution des esclaves, la plus grande révolte servile de l'histoire humaine, celle qui allait accoucher d'Haïti, première république noire indépendante. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ici, nous redonnons voix aux oubliés de l'histoire et nous dévoilons les vérités que l'école coloniale a voulu effacer. Si tu crois que l'histoire doit être racontée du point de vue des peuples africains et afrodescendants, alors ce contenu est pour toi. Revenons en arrière. À la fin du XVIIIe siècle, Saint-Domingue est l'orgueil de l'empire colonial français. On la surnomme la perle des Antilles. Pourquoi ? Parce que cette petite île produit à elle seule plus de la moitié du sucre consommé en Europe, ainsi que du café, du coton et de l'indigo. Une richesse colossale qui alimente les salons parisiens, engraisse les banquiers de Bordeaux et de Nantes et fait tourner les manufactures de Lyon. Mais derrière ce luxe se cache une réalité implacable. La colonie repose sur l'asservissement de plus de 500 000 esclaves africains, arrachés à leur terre natale, déshumanisés, transformés en outils de profit. Les conditions sont inhumaines. Les esclaves travaillent du lever au coucher du soleil, parfois 16 heures par jour, sous un climat brûlant, dans des champs infestés de maladies. Les femmes sont victimes de violences sexuelles systématiques. L'espérance de vie d'un esclave à Saint-Domingue est d'à peine 10 ans. Chaque année, des dizaines de milliers meurent et la France continue d'importer de nouveaux captifs depuis l'Afrique. C'est un système de mort, mais dans ce système, quelque chose fermente. La rage, la dignité bafouée, le désir de liberté. Les colons croient tenir les esclaves sous contrôle par la peur, la violence et même par le Code noir, ce texte qui réduit les Africains à l'état de biens meubles. Mais ils ignorent que dans les cœurs des opprimés, la mémoire de l'Afrique est toujours vivante. Dans les chants, dans les rituels, dans le vaudou, une force spirituelle se transmet. Et c'est cette force qui, en août 1791, explose au grand jour. La légende raconte qu'une nuit, dans un bois humide nommé Bois Caïman, les leaders esclaves se réunissent en secret. Autour d'un prêtre vaudou, Boukman Dutti, ils prêtent serment, se battre jusqu'à la mort pour briser leurs chaînes. On sacrifie un cochon, on appelle les esprits des ancêtres, on scelle une alliance dans le sang. Ce moment mythique est devenu le point de départ de la plus grande insurrection servile de l'histoire. Quelques jours plus tard, tout bascule. Les plantations s'embrasent, les cases des colons brûlent, les esclaves se lèvent en masse, armés de machettes, de houes, de tout ce qu'ils trouvent. En quelques jours, des centaines de plantations sont détruites, des milliers de colons massacrés. Pour la première fois, la peur change de camp. Les maîtres blancs, habitués à dominer, voient leur nuit troublée par l'incendie des champs et les cris de vengeance. La France, en pleine révolution à Paris, est stupéfaite, tandis que les révolutionnaires français crient « liberté, égalité, fraternité ». Dans les colonies, ils hésitent, cette liberté vaut-elle pour les esclaves noirs? Beaucoup répondent non. Pour eux, les esclaves ne sont pas des hommes. Mais les insurgés de Saint-Domingue prouvent le contraire. Par leur courage, leur intelligence militaire, leur détermination, ils forcent le monde à reconnaître leur humanité. Les colons, terrifiés, demandent l'aide de la métropole. La France envoie des troupes, mais elle n'est pas la seule puissance à intervenir. L'Espagne, voisine sur l'île d'Hispaniola, et la Grande-Bretagne, qui convoite la colonie la plus riche du monde, entrent aussi dans la danse. Saint-Domingue devient le théâtre d'une guerre mondiale miniature, où les esclaves insurgés ne se battent pas seulement pour leur liberté, mais contre les armées les plus puissantes de l'époque. Et au cœur de ce chaos, une figure émerge, Toussaint Louverture.
Né esclave, affranchi tardivement, cet homme autodidacte devient rapidement un stratège redoutable. Cavalier habile, fin diplomate, il comprend que la liberté des siens ne peut être garantie que par l'organisation, la discipline et l'intelligence militaire. À la tête des insurgés, il inflige défaite après défaite aux forces européennes. La France, et surtout Napoléon, ne peuvent supporter cette humiliation. Pour eux, il est impensable qu'une armée d'anciens esclaves puisse mettre à genoux la puissance coloniale française. Pourtant, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Et dans les salons européens, une peur sourde s'installe. Si les esclaves de Saint-Domingue peuvent vaincre, qu'est-ce qui empêche les autres peuples colonisés d'en faire autant? Ce premier bloc de l'histoire n'est pas seulement une révolte, c'est une fracture historique. Pour la première fois, les opprimés osent défier ouvertement le système colonial et ce défi va résonner bien au-delà des Caraïbes. La France tremble. L'Europe observe avec effroi. Le monde est sur le point d'assister à un événement qui changera à jamais le destin des peuples africains et afrodescendants. Après les premiers soulèvements de 1791, Saint-Domingue devient rapidement un champ de bataille où se mêlent lutte pour la liberté, ambition coloniale et manœuvres géopolitiques. Les insurgés ne se battent pas seulement pour survivre, ils veulent éradiquer l'esclavage et créer un monde nouveau. Mais l'ennemi est puissant. La France, alors en pleine tourmente révolutionnaire, ne tolère pas que sa colonie la plus lucrative lui échappe. Napoléon Bonaparte, conscient que perdre Saint-Domingue serait un désastre économique et symbolique, décide d'intervenir personnellement. Il envoie une armée considérable, composée de milliers de soldats aguerris, pour écraser la rébellion et rétablir l'ordre colonial. Mais ce que Napoléon ignore, c'est que les insurgés haïtiens ont déjà forgé une armée redoutable, animée par la rage et l'expérience. Leur chef, Toussaint Louverture, n'est pas seulement un ancien esclave devenu général, c'est un stratège hors pair, capable de transformer la colère et la souffrance de son peuple en tactique militaire efficace. Il comprend l'importance de la discipline, de la logistique et de l'anticipation. Là où les Français avancent, lui retient, embusque et frappe avec précision. Chaque victoire des insurgés est une humiliation pour Napoléon et un symbole pour le monde. Même la plus grande puissance européenne peut être battue par des hommes qui n'ont jamais connu la liberté. Les combats sont d'une brutalité extrême. Les insurgés utilisent tout ce qu'ils ont à leur disposition. Machettes, armes à feu capturées, flèches, piques. La connaissance du terrain, la capacité à se fondre dans la jungle et à frapper là où l'ennemi s'y attend le moins, leur donne un avantage décisif. Les Français, bien que mieux équipés et entraînés, subissent perte sur perte. Les maladies tropicales, la malaria et la fièvre jaune, déciment les rangs européens, transformant ce qui semblait une mission de reconquête en véritable cauchemar logistique. La situation devient encore plus complexe à cause des divisions internes. Les insurgés ne sont pas un bloc homogène. Il existe des tensions entre les esclaves noirs affranchis, les mulâtres libres de couleur et les esclaves récemment libérés. Chaque faction a ses ambitions et ses rancunes, et Toussaint Louverture doit naviguer avec une habileté politique égale à son talent militaire. Il forge des alliances temporaires, neutralise les oppositions internes et concentre ses forces sur l'objectif principal: libérer tous les opprimés et chasser les Français de l'île. En 1802, Napoléon envoie personnellement son frère Anlot, le général Leclerc, avec une armée de plus de 30 000 hommes pour reprendre le contrôle. Les batailles sont sanglantes. Port-au-Prince, Cap-Français et d'autres villes stratégiques changent de main à plusieurs reprises. Les insurgés se retirent, frappent en embuscade, harcèlent et attaquent les lignes de ravitaillement françaises. Les victoires haïtiennes s'accumulent et chaque défaite française est un signal que le rêve de Napoléon pourrait échouer. Mais la France ne peut tolérer cette humiliation. Toussaint Louverture est finalement trahi.
En 1802, sous prétexte de négociations et de promesses de paix, il est arrêté et envoyé en France, où il sera emprisonné et mourra quelques mois plus tard dans des conditions rudes. Le cœur de la rébellion semble brisé et pour beaucoup, l'espoir s'éteint. Pourtant, la lutte pour la liberté ne meurt jamais. Derrière lui, des leaders audacieux émergent, parmi lesquels Jean-Jacques Dessalines, un homme aussi courageux que stratégique. Dessalines reprend le flambeau, galvanise les troupes et prépare ce qui sera l'assaut final contre l'armée française. Les combats deviennent plus féroces que jamais. Dessalines et ses lieutenants utilisent une stratégie de terre brûlée, plantations incendiées, infrastructures détruites, rivières et routes utilisées comme pièges pour ralentir l'ennemi. Les soldats français, confrontés à un terrain hostile, au climat tropical et à une armée déterminée, sont décimés. Napoléon, confronté à cet échec, comprend qu'il est impossible de reconquérir Saint-Domingue. L'échec est historique. Pour la première fois, l'armée française, réputée invincible, est mise en déroute par des anciens esclaves. Cette défaite ne se limite pas à une humiliation militaire. Elle a un impact politique et économique majeur. Napoléon abandonne l'idée de créer un empire colonial en Amérique et vend en 1803 la Louisiane aux États-Unis, transaction qui redessine la carte géopolitique du continent nord-américain. Saint-Domingue, transformé par la guerre et la révolte, devient le symbole vivant que l'ordre colonial européen peut être défié et brisé. À travers tout cela, la révolution haïtienne inspire d'autres mouvements. En Amérique, les esclaves regardent vers Haïti avec admiration et espoir. En Europe, les puissances coloniales observent avec inquiétude. Si une révolte peut réussir ici, qu'est-ce qui empêche les esclaves et les peuples colonisés ailleurs de tenter la même chose? La France, ébranlée dans sa fierté et ses ambitions, comprend que la révolution haïtienne n'est pas seulement un événement local, c'est un séisme mondial qui secoue les fondations de l'ordre colonial. Le 1er janvier 1804 restera à jamais gravé dans l'histoire. Ce jour-là, sur les ruines fumantes des plantations et au milieu des champs où des générations d'esclaves avaient été brisées, Jean-Jacques Dessalines proclame l'indépendance d'Haïti. Pour la première fois, une nation née d'une révolte d'esclaves se dresse sur la scène mondiale, défiant les puissances coloniales européennes. Haïti devient la première république noire indépendante, un symbole de liberté et de dignité humaine que le monde entier ne peut ignorer. Les rues de Cap-Haïtien et de Port-au-Prince vibrent de joie, mais aussi de violence et de vengeance. Les colons français qui avaient survécu au combat sont traqués. Dessalines, conscient de la nécessité d'affirmer la souveraineté de sa nation, impose des mesures strictes pour prévenir toute reconquête. Ces actions, souvent brutales, sont perçues par l'Europe comme excessives, mais pour Haïti, elles sont le prix de la liberté. Après des décennies de servitude et d'inhumanité, il n'y a pas de place pour le compromis. Cette indépendance ne se limite pas à Haïti. Elle envoie un message dévastateur à la France. Napoléon, qui avait rêvé d'un empire colonial invincible, est humilié. La plus puissante armée européenne de l'époque a été mise en déroute par des hommes et des femmes qu'on avait voulu réduire à l'état de biens meubles. Saint-Domingue, autrefois joyau colonial, devient un symbole de résistance impossible à ignorer. L'écho de cette victoire traverse l'Atlantique et atteint les colonies africaines, l'Amérique du Sud et les Caraïbes. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. L'Europe, frappée par la peur d'une contagion révolutionnaire, réagit avec méfiance et hostilité. Haïti est isolée diplomatiquement et économiquement. La France impose des conditions humiliantes pour la reconnaissance officielle, exigeant des réparations exorbitantes que le jeune État ne peut jamais rembourser. Malgré tout, Haïti tient bon. Chaque paiement devient un acte de résistance silencieuse, chaque contrat signé une affirmation de souveraineté. Dans le même temps, Haïti inspire. Des esclaves et des affranchis dans les colonies européennes, aux États-Unis, au Brésil, en Jamaïque et même en Afrique, regardent vers ce petit pays caribéen avec admiration.
La révolution haïtienne démontre que la liberté peut être conquise, que la dignité humaine peut triompher et que les chaînes imposées par les oppresseurs ne sont jamais irréversibles. Elle devient un phare pour tous les peuples opprimés, une source d'espoir et de courage. Pour l'Afrique, l'exemple haïtien est particulièrement puissant. À une époque où le continent subit encore le commerce triangulaire et le colonialisme naissant, Haïti représente la preuve qu'un peuple peut renverser ses oppresseurs et se forger un destin autonome. Les leaders africains commencent à voir que la libération n'est pas seulement une question de diplomatie, mais aussi de force, d'unité et de vision stratégique. Haïti devient un symbole intemporel. La liberté n'est pas négociable. Elle se prend et se défend avec détermination. Au-delà de l'inspiration, Haïti change aussi la donne géopolitique mondiale. La défaite de Napoléon en Haïti influence ses choix ailleurs, notamment la vente de la Louisiane aux États-Unis, qui redessine la carte du continent nord-américain. La révolution haïtienne envoie un message clair. Les empires coloniaux ne sont pas invincibles et la révolte des opprimés peut provoquer des secousses qui dépassent largement les frontières locales. Mais cette indépendance a un prix. Haïti doit reconstruire un pays dévasté après plus d'une décennie de guerre totale. La société haïtienne doit réapprendre à vivre ensemble, à transformer une population traumatisée par l'esclavage et la guerre en une nation cohérente et autonome. Dessalines et ses successeurs mettent en place des institutions, des lois et une armée pour protéger l'État naissant, souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Chaque décision est un équilibre entre justice, survie et construction d'un État viable. La leçon de Haïti dépasse les batailles et les traités. Elle réside dans l'esprit de ceux qui ont refusé l'injustice et la domination. Les esclaves insurgés de Saint-Domingue nous enseignent que la liberté n'est pas donnée, qu'elle doit être conquise et défendue avec courage. Elle nous montre aussi que l'histoire peut être écrite par ceux qui ont été marginalisés et que la mémoire des opprimés est souvent la mémoire la plus puissante. Aujourd'hui, Haïti continue de symboliser la résistance et l'espoir pour les peuples africains et afrodescendants. Sa révolution est un rappel que l'injustice peut être renversée et que la détermination d'un peuple uni est capable de bouleverser l'ordre du monde. En racontant cette histoire, nous honorons non seulement le courage de Dessalines, Toussaint Louverture et des milliers d'anonymes, mais nous transmettons aussi un message universel. La liberté est le droit de tous, et chaque génération doit être prête à la défendre. Alors, si tu veux continuer à découvrir les vérités cachées de l'histoire africaine et comprendre comment les peuples opprimés ont façonné le monde, abonne-toi à cette chaîne. Partage cette vidéo, commente ce que l'histoire d'Haïti t'inspire et garde en mémoire que chaque lutte pour la liberté a le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Haïti l'a prouvé. Et toi, qu'attends-tu pour t'inspirer et agir ?